Si nos ancêtres étaient assis quelque part et nous observaient, franchement, c'est avec des coups qui vont nous taper. Je ne fais pas de la parole incantatoire, que je fais de la parole agissante. Donc, permets-moi de revenir à cette étape où tu vas au Ghana, où tu passes ton adolescence dans un monastère. Pour te dire vrai, moi, je fais la guerre au slammer. Je pense que le grand public a découvert ton style véritablement avec le morceau Cotonou. La formulation du Bessissa, nos ancêtres utilisent 2 négations pour donner une positivité. Cotonou Boy Show. Ladies and gentlemen, nous devons dodo. Ce qui te tient à cœur, c'est dans ta langue que tu pourras le dire. Gopal Das, de son vrai nom, Indra Das Bhakta Nunanyon, est bien plus qu'un slammer. Il est la voix d'une génération béninoise en quête d'identité. Il est né à Porto Novo. Gopal a longtemps vécu une contradiction. À la maison, à l'école, le Gungbe, sa langue maternelle, était interdite. Pourtant, c'est cette langue qui va devenir son instrument de prédilection. Son parcours est une série de déclics spirituels et culturels. Envoyé par son père dans un monastère Hare Krishna au Ghana à l'âge de 15 ans, Gopal découvre la spiritualité, il apprend l'anglais, mais surtout, il ressent le poids de l'absence de sa propre langue. Revenu au Bénin, il plonge dans la scène slam, la transformant en un espace où la parole devient la mémoire. Son premier succès, Cotonou, célèbre les quartiers de Cotonou en redonnant le sens originel au toponyme. Et son album Sassigbe, qui signifie « La parole agissante », incarne sa philosophie. Pour Gopal, le slam n'est pas juste du français, c'est le gungbe, c'est le fongbe, les mots du pays qui lui permettent de dire ce qui lui tient à cœur. Sa poésie est à la fois un appel et un miroir. Il incite les Béninois à revisiter leurs racines, à s'interroger sur leurs paradoxes entre humour, critique sociale, spiritualité. Gopal nous rappelle que la langue est une puissance, une vérité qui mérite d'être honorée et que ce qui te tient à cœur, c'est dans ta langue que tu pourras le dire. Bonjour Gopal. Bonjour. Comment vas-tu? Je vas. Tu vas où? Je vais dans la parole. Ah, tu vas dans la parole. Écoute, ça fait plaisir de t'avoir ici. C'est un plaisir partagé. Alors, comment ça va? Ça fait un moment qu'on devait faire cette émission. Si. Mais bon, comme on dit, l'heure de Dieu est la meilleure, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les rares Béninois qui ne te connaissent pas? Mais bon, ma dondo aïron, bosso dondo aïron non les po, ma homla au to, bosso homla au vi, ma dondo djeron, bo dondo aïkba, ma dondo mion, bosso dondo sin. Yeno yilo milo gbe blublu pole me a didi ma lekpe toyon dekpe konu tanto masio to hulenu we suvi didi ekpe vi didi yero gbe tino di merevo yele manyo do sukle podo la kokpo bombo cho leke bo menton son wezo no via gobichero ken bolo do auche dagbe rando de chance ton do gbezan chebe ni do merito file bo manyo do mo o vivito la chebe mene o nou vle wede. Gopal Das, je suis slammer, je fais de la parole agissante. Et mes amis m'ont surnommé le super slammer. Ok. Alors, donc, effectivement, ton nom de scène, c'est Gopal Das. Si. Mais ton nom à l'état civil, c'est Indra Das Bhakta Nunanyon. Si. Ça sonne très indien. Ça sonne un mélange entre l'Afrique et l'Inde. C'est tout moi, ça. Que signifie ce nom pour toi? Bhakta, c'est un nom que mon père a rajouté à notre nom de famille, qui veut dire dévot. Bhakta, ça veut dire dévot, quelqu'un qui est dévoué à quelque chose. Et Nunanyon, c'est de la famille Nunanyon, Wesu Nunanyon. Donc, Indra Das, Indra, c'est le prénom du dieu de la foudre. La corrélation ici, c'est Rebioso. Et Das veut dire serviteur. Donc, quand j'étais né, mon père était au monastère, donc on a fait les rituels habituels, un baptême et tout ça selon les rites védiques. Et donc, on m'a surnommé Indra Das. Et plus tard, comme tu l'as dit dans ton intro, quand l'enfant grandit et il veut embrasser l'adolescence, il est très important que l'enfant puisse apprendre les notions spirituelles. C'est dans ce cadre que papa m'a envoyé au monastère. Et après, mon initiation finale m'a donné le nom de Indra Nila Gopal Das. Et j'ai choisi de garder Gopal Das parce qu'il y a déjà une artiste qui s'appelait Nila au Bénin. Ah oui, effectivement. Ok. Donc, tu es né à Porto Novo. Si. Tu es né dans quel contexte? C'est familial déjà?
Et quelle enfance tu as? Déjà, il faut dire que mon père était au monastère au Nigeria quand je suis né. Et donc, c'est quelques jours plus tard que je suis allé voir mon père au monastère. Et comme je l'ai dit, j'ai vécu, je vais dire, tout bébé dans le cocon des maîtres. Et ensuite, je suis retourné à Cotonou. Ensuite, Porto-Novo, papa s'y est installé. Et j'ai été bercé par le Goum, le Yoruba, les réalités de Porto-Novo. Surtout l'humour, avec tout le sarcasme qu'on lui connaît de Porto-Novo. Et j'ai eu mon BPC à Porto-Novo. Ensuite, je suis allé au Togo pour faire mon probatoire. Et ensuite au Ghana, pour terminer pour le baccalauréat. À l'école, à la maison, c'était interdit de parler le Gungwe. Je crois que beaucoup de Béninois ont vécu ce que j'ai vécu aussi. C'est-à-dire, on nous disait, il faut parler le français, il faut parler le français. Donc, moi, ma première langue maternelle, si je devrais dire, la première langue qui m'a permis de parler, c'est le français. C'est le français, Mais après, quand j'ai voyagé au Ghana, je rencontre des Béninois. Et quand tu rencontres un Béninois, on le sait. Automatiquement, c'est ça. Né à Fong-Gandia, tout ça. Et certes, j'avais ces petits réflexes. Mais un jour, je me suis assis, je me suis demandé, en dehors de ma carte d'identité béninoise, en dehors du fait que j'ai la peau noire, qu'est-ce qui fait en réalité que on peut me reconnaître comme un Béninois? En tant que Béninois. Parce que je vois que je ne parle pas la langue, je ne m'exprime pas correctement dans la langue. Et je maîtrise bien l'anglais, je maîtrise bien le français. Et donc, le déclic est venu de là. Je me suis dit, il faut que ça change. Donc, je retourne à Cotonou après. Je m'intéresse aux scènes de slam. J'arrive, il y avait déjà des collectifs de slam qui existaient. Et je vois que quand on se regroupait là, on est tout le temps là à faire l'apologie de la langue française. C'est-à-dire que chacun vient pour sortir le mot que l'autre n'a pas encore lu. Tu vois, et j'ai trouvé que si nos ancêtres étaient assis quelque part et nous observaient, franchement, ça avait des coups qui vont nous taper. Et je me suis dit, bon, moi, je vais apporter une petite différence. Après, il faut dire aussi que j'ai fait une licence en management culturel. Donc, ce qui fait que moi, dès le départ, quand je rentrais dans la musique, j'étais là pour Ton plan l'argent. était déjà calé. Et ça, tu savais là où tu voulais aller. Et voilà. Et donc, ce qui a fait que je me suis dit, il fallait que je propose un produit qui est différent, qui ressemble aux gens. Et quand j'ai proposé Unvi, qui a été mon tout premier single, ça a été très bien accueilli. Et à l'époque, les gens croyaient même que je payais beaucoup l'ORTB pour diffuser ça. Mais je crois que les diffuseurs aimaient la chanson et partageaient ça, jouaient ça de temps en temps. Et c'est à travers Unvi que les gens ont compris qu'on pouvait faire de la poésie en langue nationale. Ce qui existe déjà. Moi, je suis un fils d'une mère, d'une star du Bénin, qui est grande prêtresse de vaudou, que je salue au passage, Ononga Achodéon, je la salue. Et moi, ayant fait un monastère, habitué à réciter les mantras, la méditation, faire des sacrifices védiques et tout ça, je vois une corrélation dans la tradition vaudou béninoise. Et je vois que avant qu'on ne prie, on utilise la parole. Pendant qu'on prie, on utilise la parole. Et à la fin, on utilise la parole. Exactement comme on fait aussi en Asie. Et j'ai commencé à m'intéresser. C'est là que je découvre le Bessissa. Non, là, tu es en train de brûler les étapes. tu vas trop vite. Hein, on va venir. Si je ne te stoppe pas là, tu vas finir tout seul. Il n'y a pas de souci, on est prêt. Donc, permets-moi de revenir à cette étape où tu vas au Ghana, où tu passes ton adolescence, parce que 15 ans, c'est, disons, les années même chaudes de l'adolescence, dans un monastère. Déjà, la spiritualité Hare Krishna, c'est quoi exactement? Comment est-ce que tu peux pour l'expliquer simplement, exactement comme ici en Afrique, quand on veut parler de Dieu, ou au Bénin, quand on veut parler de Dieu, on parle de Segbolissa, n'est-ce pas? Et donc, il y a plusieurs noms qu'on donne à Dieu. Segbolissa, Mao, Numbipeto, tout ça. En Inde, on l'appelle Krishna. Parmi tant d'autres noms, on l'appelle Krishna. Donc, Dieu est l'infiniment fascinant. C'est ce que ça veut dire, Krishna, infiniment fascinant. Et donc, ceux qui adorent Krishna, ceux qui adorent Dieu, ont une pratique. Ça veut dire, ils respectent 4 principes. Premièrement, ne pas consommer de la viande, on est végétarien. Ensuite, ne pas abuser de l'alcool. Troisième, ne pas faire des rapports sexuels illicites. Et quatrième, ne pas jouer au jeu de hasard. Et donc moi, c'est dans
je veux dire, dans cette règle que moi j'ai évolué, apprendre à contrôler les sens, maîtriser l'art de la méditation, maîtriser l'art du voyage de l'âme hors du corps, et maîtriser je vais dire, les mantras mystiques qui permettent de pouvoir ouvrir telle ou telle porte ou fermer telle ou telle porte ou se protéger. Voilà. Donc voilà tout ce que tu apprends. Et pour moi, quand tu es dévot de Krishna, c'est que il y a des étiquettes. Tu vas les voir, ils ont du tilaka qui est posé devant, ils ont une tenue des dhotis qu'ils portent et tout ça. Et donc, c'est une pratique qu'on appelle le yoga, le bhakti yoga, donc le yoga de la dévotion. Tous ceux qui pratiquent le yoga, il y en a des milliers de formes de yoga, mais l'aboutissement de la pratique du yoga, c'est de devenir à la fin dévot de Krishna, atteindre la dévotion. Et la dévotion veut dire que tu fais un avec l'infiniment fascinant et qu'il n'y a plus une différence entre l'âme infinitésimale que tu es et l'âme qui a tout créé. Que tout se fond. En gros, c'est ça. Voilà. Donc, tu passes ton adolescence dans un monastère, mais en tant que jeune, est-ce que tu étais au fait de ce qui se passait? Parce que tu m'as dit aussi en même temps que tu as fait une formation en management culturel. Est-ce que tu t'intéressais déjà à cette période-là à l'art? Je vais dire, je m'intéressais plus à la poésie. Depuis le collège. Depuis la base, toi, ça a été... Tous ceux qui sont allés à l'école avec moi peuvent te le dire. Quand il s'agit de poésie, on réunit les classes. C'est moi qui fais, c'est moi qui donne le coup. À Porto Novo, je suis allé à plusieurs concours. Devant des aînés, j'ai raflé les prix. Mais j'avais un professeur de français, M. Izoulaï Landou, paix à son âme, qui m'encourageait avec de l'argent. C'est-à-dire, lui me disait, si tu me crées un prochain poème qui est meilleur que celui que tu as proposé, bon, je te donne 5 000. Et 5 000 francs à l'époque, c'était beaucoup. Énorme. Voilà. et donc, moi, j'étais déjà ancré dans la poésie. Quand je vais au monastère, je vois que tous les textes, si vous faites attention, que ce soit les textes spirituels, la plupart sont rimés. Sont poétiques. Et je me suis amusé à composer beaucoup de choses parce qu'au monastère... Tu fais toute une formation. Tu chantes, tu joues, tu danses, tu médites, tu cuisines. Donc, tu sors de là, homme complet, autonome. Et donc, dans ce processus-là, moi, je m'intéressais déjà à la poésie. Et quand j'étais au monastère, j'ai compris que si un jour je vais devenir artiste, il faut que je m'intéresse à la spiritualité à travers mon art. C'est justement pourquoi je répète à chaque fois « Aïratoni Tote ». Voilà, pour garder la conscience éveillée. J'ai remarqué que si je n'étais pas venu dans ce monastère, il y a des choses de la vie que je n'aurais pas pu comprendre, des règles les plus simples et élémentaires de la vie qui te garantissent à la fois le succès, mais aussi la paix du cœur. Et ça, la paix du cœur, Dieu même sait que les gens en ont besoin. Ah oui, clairement. Donc, ces éléments de la formation spirituelle, aujourd'hui, se retrouvent dans ton travail et dans tes règles de vie même, en fait, au-delà même de l'artistique, ça fait partie de toi. Oui, moi, pour ceux qui me côtoient, on sait, moi, quand je me réveille le matin, je dois toucher des choses, réveiller le soleil, accueillir le soleil, le réveiller, être avec lui jusqu'au soir, faire ma propre méditation. J'ai des mantras que je dois réciter 3 fois par jour, le matin, à midi, comme le soir, parce que je suis brahmana. Et donc, c'est tout un tas de choses. Il faut être dans mon quotidien pour remarquer jusqu'où ça va. Dimension. Voilà, Donc, tu es spirituel, mais à fond, c'est pas du marketing. Mais nous le sommes tous. Juste que beaucoup de personnes n'en prennent pas conscience, c'est tout. Nous sommes tous. Parce que la capacité à réfléchir, à poser un acte, à lever le bras, à lever le pied, c'est mystique. Même si tu as prévu le faire, tu ne sais pas si tu décides de le faire, si ça va bouger. C'est vrai. C'est vrai. Ok. Bah écoute, tu dis aussi que l'art, le slam est l'art oratoire des anciens. Et tu te présentes toi-même comme un griot. Un griot moderne. Bien sûr. En quoi ton style de slam, tu penses, se distingue-t-il? Ça, c'est une très belle question. Je vais dire que à la base, quand les gens écrivent, ils écrivent soit pour impressionner, soit pour se faire plaisir. Mais moi, j'écris pour m'étonner. C'est-à-dire que quand j'ai découvert toute la sagesse et la philosophie qui se trouve dans notre patrimoine oral,
j'ai vu que nous, on ne peut plus rien inventer, au fait. C'est-à-dire que ces messieurs-là, qui sont nos ancêtres, c'était des savants. Ils avaient des milliards de kilomètres dans la pensée sur nous. Tout ce que nous, on peut faire, c'est de prendre ce que vit aujourd'hui et qu'on le mélange à ça. C'est pour ça que je dis que je ne fais pas de la parole incantatoire, que je fais de la parole agissante. Mon slam n'a pas de bras, mais il touche les cœurs. C'est le but, ça. Le but, c'est que quand j'écris, que la conscience de celui qui m'écoute soit interpellée. Quand tu écoutes mes textes, je veux que tu te rendes compte que tu as manqué quelque chose. Au fait, tu te rends compte que tu as raté un truc. Et que ce slammer-là vient d'attirer ton attention sur ça. C'est ça, moi, le souffle que je mets. Et donc, les gens apprécient ça. Pourquoi? Ils apprécient ça parce que je fais un mélange de la tradition avec ce qu'il y a de contemporain. Sans pour autant montrer que je suis en train de faire le savant. Non. J'expose les faits. Et donc, quand je dis « Vilo mengono do anniversaire », c'est la formule mathématique scientifique du Gbessissa. Parce qu'on sait tous que moins fois moins, ça donne plus. Donc, dans la formulation du Gbessissa, nos ancêtres utilisent 2 négations pour donner une positivité. Clutor noton, bono gon arwan, bapowe, awani pemi. Ah ouais, ça va loin. C'est ça. Ok. On met 2 négations pour attirer la positivité. Et donc, quand tu observes ces ancêtres qui avaient déjà compris ces choses-là, aujourd'hui, moi, j'utilise la même formule. J'utilise la même formule. Et donc, si tu sais très bien que un enfant orphelin ou placé auprès d'une famille ne peut pas avoir le luxe de faire ce qu'il a envie de faire comme les enfants légitimes. Voilà. Et donc, s'il le fait, il y a un cloganou pour Écoute, pour parler de ton style, justement, je pense que le grand public a découvert ton style véritablement avec le morceau Cotonou, qui a vraiment reçu les bénédictions de tout le monde, même des anciens de la musique, de tout le public. Et ce qui est vraiment formidable avec toi, c'est que tu touches tous les publics. On dit de 7 à 77 ans, tout le monde arrive à se retrouver dans ce que tu fais. Alors, pourquoi c'était important pour toi de rendre hommage au toponyme de la ville de Cotonou? Il faut dire que c'était même pas mon idée. Ok. Pas du tout. Ok. Tout à l'heure, en venant ici, je disais à mes collaborateurs que ce qui manque à notre génération, c'est des personnes aînées ou de notre génération qui ont la tempérance de nous donner de bons conseils, de nous orienter dans le meilleur chemin. Moi, j'ai ces personnes-là dans ma vie. J'ai des personnes qui aiment ce que je fais et qui ont un regard un peu détaché. Et donc, un jour, j'étais là quand un fofo m'appelle, il me dit « Gopal, toi là, tu es trop fort. Il y a un truc que tu peux essayer. Moi, je suis à Fidjose. Fidjose, tu es Wendeum. » Et c'est parti de là. Okay. Il me dit, mais tu vois, Aïbatin, ça, je sais que toi, tu peux sortir un truc. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Bon, tu fais quoi après? Il m'a dit, bon, on se voit à la plage, on se prend quelques petits pots là. Je viens avec le texte. Ok. Et je lui dis, j'ai écrit. Il écoute, il me dit, mais toi, tu es fou. J'ai dit, mais dans ce cas, je vais attendre le bon moment où je vais le placer. Donc, ceux qui ont l'habitude de me voir sur scène dans des cabarets à Cotonou l'ont déjà écouté longtemps. Avant que la fête de la musique, voilà. Et j'ai trouvé que c'est le meilleur moment pour le placer. Voilà. Ok. Et justement, donc tu fais plein de petites scènes pour tester tes textes. Oui. Ok. Comme on excuse, personne ne détient la science infuse. Mais moi, je fais partie de ces artistes-là qui ne se cachent pas. Mon inspiration vient du quotidien. Je suis un porte-novien. Tu vois, et un porte-novien, c'est-à-dire, quand il se cache, c'est comme s'il s'est puni lui-même. Oui. Et donc, moi, j'aime sortir. J'aime aller dans des endroits où je veux rencontrer d'autres publics, d'autres personnes, m'inspirer de ce qu'ils disent, des conneries qu'ils racontent. C'est ça. Moi, je pioche dans tout. Et pour ceux qui travaillent avec moi, ils savent, moi, j'ai une discussion où je mets tout. Quand on dit un truc qui est intéressant, j'écris. Et donc, pour moi,
quand je veux écrire une chanson, bien quand je veux tester une chanson, je vais sur des scènes. Je vais dans des cabarets ou voilà, un week-end, un vendredi soir, un samedi soir et tout. Je teste. Et quand je vois que... Tu vois les réactions, ça te on montre... visse, on dévisse et ça donne quelque chose. Ok. Donc, après ce morceau, on va dire que tu as quand même changé de statut. Si. C'est ça. Là, je pense que le téléphone a commencé à sonner plus. Si. Tu as commencé à faire plus de scènes, à être plus reconnu également. Comment tu as vécu cette transition-là? Bon, il faut dire que mon parcours est différent. Moi, j'ai connu la spiritualité. Voilà, justement, en fait. Voilà. Donc, pour moi, pas de folie de grandeur. Je n'ai pas pris la grosse tête. Je ne me suis pas dit, bon, j'ai dépassé tout le monde. Il faut que les gens s'agenouillent avant de me saluer. Je n'ai pas cassé ma cime pour acheter une nouvelle cime. Voilà. Bon, je dis ça parce que souvent, c'est ce qu'on voit chez les artistes, surtout dans notre milieu. Moi, non. J'ai trouvé que c'est une opportunité pour moi. Et j'avais toujours voulu sortir un album. Et donc, quand Cotonou a pris, j'ai dit, les gars, on sort l'album. On sort l'album. Et on a sorti l'album. Donc, moi, j'ai surfé. Au contraire, j'ai surfé. Et tu t'imagines, c'était la période où il y avait Corona. Donc, il n'y avait pas de scène. Il n'y avait pas de scène. Donc, comment rentabiliser? Pour beaucoup de personnes, ils vont se dire que Gopal Daza a eu du succès, il s'est fait beaucoup d'argent. Non, j'ai utilisé le taka, le ragway taka, là. Je me suis dit, là, les gars, bon, on peut jouer à 30, on peut jouer à 20. Et j'ai lancé des concerts privés un peu partout. Je suis passé sur des concerts privés. J'ai aussi un peu le prix parce que, bon, je suis la vedette du moment. Tout le monde a envie de me voir. Et j'ai eu la brillante idée. Quand quelqu'un me rencontre et me dit, mais Gopal, vraiment, j'ai aimé Cotonou, tout ça, est-ce qu'on peut prendre une photo ensemble? Je dis, si vous achetez mon album, vous prenez une photo. Et il faut faire ça, les artistes, il faut tous faire ça. J'ai trop vendu d'albums sur ce truc-là. Juste à cause de photos, mais j'ai trop vendu d'albums. Et j'ai même refusé des contrats parce que je me disais, les exigences que j'avais, la personne ne percutait pas. La personne va utiliser mon image pour rien. Mon équipe et moi, on a dit non, ce truc-là ne nous intéresse pas. Et ça, c'est Sergent Marcus qui m'a dit cette phrase. Il m'a dit, Gopal, quand le soleil sort et il se lève sur toi, sors tous tes linges et sèche. Sèche en même temps. Donc moi, j'ai tout sorti. Jusqu'au caleçon. Ok. Ben écoute, et donc tu profites de cette opportunité, comme tu dis, pour sortir ton premier album, Sasigbe, qui signifie la parole agissante. Donc, est-ce qu'on peut s'attarder sur ce concept-là, la parole agissante? Tu sais, parce que moi, j'ai une éducation de base catholique, école catholique, tout ça là. Moi, ça, à chaque fois que je t'entends dire ça, je fais toujours un parallèle avec « et le verbe s'est fait chair ». C'est ça, oui. C'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement ça. C'est quoi la parole agissante pour toi? La parole agissante, c'est le premier pouvoir que Dieu a laissé dans la nature. Vous savez, quel que soit l'être sur cette planète, il peut se passer de tout, sauf de la parole. On naît avec la parole et on meurt à cause de notre parole. Et donc, tout au long de notre vie, nous utilisons la parole de façon consciente ou inconsciente. C'est-à-dire le pouvoir de cette parole. Comme l'a dit la Bible, par exemple, qu'avant de prononcer ce que tu as envie de dire, il faut tourner ta langue 7 fois. Donc, ça veut dire il faut méditer ta parole. Et pour maîtriser la parole, et c'est ce que moi j'ai de plus que mes confrères slameurs, il faut maîtriser le silence. Parce que le silence est plus bavard que la parole. Si tu n'apprends pas à te taire pour écouter, comme l'a dit un grand auteur africain, écouter la parole de l'eau, la parole du feu, de la terre, voilà. Si tu ne prends pas le temps de méditer, ta parole ne sera pas aussi forte. Ou ta parole pourrait se retourner contre toi. Et donc moi, quand je vais écrire, j'écris en conscience de tout ça. Quand tu veux formuler la parole a un art, une méthode. Si tu te rappelles bien, lors des réunions familiales, avant qu'un aîné ne prenne plutôt la parole, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise un proverbe.
Parce que le proverbe est le cheval de la parole. Et le proverbe dirige la parole dans les cœurs. Une fois le proverbe utilisé, il va utiliser des aphorismes avant de poser le sujet. Et avant de finir de passer la parole, il utilise un proverbe pour clôturer la parole. C'est ça. Okay. Et quand tu es connecté à cette énergie-là, quand tu veux formuler ta parole, le mot même dit formuler. Tu utilises la formule. Et quand moi je prends le micro, tu as eu l'occasion de me voir plusieurs fois sur scène, je formule ma parole. Et nos ancêtres, avant de prendre la parole en public, ils préparaient la langue. Parce que la langue est le moteur qui active la parole. Et une fois la langue préparée, la parole va exactement là où elle doit aller avant de revenir vers soi avec les résultats escomptés. Ça, il faut venir au couvent pour qu'on vous explique. Très bien. Ça... c'est du lourd, c'est du lourd. Non, non. Et tu as appris ça comment? Tout ça là? Déjà d'abord, au monastère, je maîtrisais déjà la parole. Et comme je l'ai dit, j'ai vu avec ma mère, dans le couvent vaudou, avec des prêtres de Fa, des prêtres de vaudou que je côtoie pour apprendre. J'ai vu que une fois que tu n'es pas initié, c'est-à-dire une fois que tu ne passes pas à l'autre étape, tu restes seulement à l'étape de néophyte. Et une fois que tu es initié, c'est là que tu découvres que nos ancêtres avaient tous bien ficelé pour te permettre de savoir adresser ta parole. Moi, j'ai fait le mélange des deux. Au monastère, j'ai fait 8 ans. Donc, imagine, au moins 2 heures par jour, je pratique le silence. J'ai pratiqué le silence pendant 8 ans. Et donc, quand tu sors du silence, tu es tout le temps en train de travailler. Et quand tu travailles, ce sont les autres sens, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe. Ce sont ces sens-là, le toucher, ce sont ces sens maintenant qui s'activent pour pouvoir te donner les informations nécessaires pour pouvoir sortir ta parole. C'est pour ça que je dis que partout où moi je suis, je reçois des informations que je traite, que je mets dans mes textes ou dans mes élocutions. Et donc, pour moi, je vais dire qu'en général, c'est un parcours circulaire du monastère au couvent vaudou pour revenir encore sur la scène. En tout cas, c'est très, 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 très lourd tout ce que tu es en train de nous dire. Et je n'ai pas grand mérite. J'ai juste le mérite de prendre le temps de m'intéresser et de suivre les processus. C'est tout. Non, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui gagneraient à avoir cette sagesse ou à connaître même cette sagesse, ils ne sont pas patients. Les chemins de cette sagesse-là. Ils ne sont pas patients. Bon, c'est le problème de la génération. Voilà. Tout va trop vite. Tout va beaucoup trop vite dans cette génération. Alors, Gopal, avec les choses du pays, tu proposes une critique de la société béninoise. Tu évoques les paradoxes de l'identité béninoise, les préjugés, les faiblesses de notre société. C'est comme si le Béninois, tu lui disais, écoute, viens, on se regarde un peu dans le miroir. Et on se parle, on se dit les gbé. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette chanson-là? Oh, c'est la négativité de ce pays. C'est tout. Tu trouves que le pays est négatif? Le pays, il est hyper négatif. Le pays, il est hyper négatif, il est hyper stressé, il est hyper pressé, il est hyper perdu. Pourquoi je dis ça? C'est que vous vous rendez compte qu'au lieu de célébrer, quand tu es dans un milieu où tu es talentueux, tu es automatiquement attaqué. Tu es dans un milieu, ici au Bénin, je parle plus de ce que je connais. Tu es dans un milieu où tu as envie, pour le bien-être de tous, de pouvoir créer des conditions optimales pour tous. Il y a des gens qui vont trouver que tu en fais de trop, que tu décides à leur place, que tu veux les empêcher de suivre leur propre chemin. C'est ouf ce qu'on vit dans ce pays. Et moi, je me suis dit, en tant qu'artiste, pourquoi on n'en parle pas?
Au moins, moi, je peux en parler. Et sur scène, il y a des publics qui peuvent écouter. Pourquoi on n'en parle pas? Mais le but même de la chanson, c'est que je dis les choses du pays pour qu'on comprenne que ce sont des choses qui se passent, mais il faut qu'on passe à une autre étape. Et à la fin de la chanson, je disais que cette chanson-là a été écrite par un Béninois. Je l'ai enregistrée dans le studio d'un Béninois. Effectivement. Et on va sortir le clip qui sera tourné par un Béninois, qui sera promu par des Béninois. Donc, si on fait déjà de petits trucs positifs comme ça, encourageons-les. Ouais. C'est tout ce que moi je veux. Moi, je veux qu'on encourage. Parce que, pour te dire vrai, moi, je fais la guerre aux slameurs. Parce que j'ai l'impression que tout le travail que je fais, on ne voit que Gopal. On ne voit pas le travail que je fais. Le travail que je fais les profite plus que moi. Les jeunes slameurs qui viendront demain, quand ils vont faire du slam en langue, on va les accepter automatiquement. Ouais. Pas comme moi, on m'a renvoyé d'une radio. Sérieux? Si, moi, on m'a renvoyé d'une radio. On m'a dit, on cherche des slameurs qui parlent français. Vous la sortez. Oh, dans ce pays-là? Oui, dans ce pays-là. Je te parle de 2010. Je suis sorti. Wow. Et ce sont les slameurs-là qui ont dit à la dame, si vous voulez que votre émission la marche, là, c'est le type-là, il faut amener. C'est lui qui sait bien parler des choses. Hein. Et elle a eu la grandeur d'esprit de me rappeler de s'excuser. Et donc, je suis allé sur des scènes, on m'a dit, non, on ne veut pas les gens qui slament en langue, là. Non. Mais aujourd'hui, c'est à force de persévérance que j'ai pu m'imposer. Et aussi, il faut dire que toutes ces générations-là qui viennent après, ou qui étaient là avant que moi je n'arrive, je n'ai jamais manqué de respect à ces aînés-là que moi j'ai vus dans le système. Et au-delà de ça, j'ai toujours été disponible pour ces gens. Et quand tu fais ce travail et qu'après tu vois qu'on ne fait que te critiquer parce que tu es bon, ça peut te faire... En fait, mais tu sais, moi, j'ai remarqué un truc qui est, pour le coup, je trouve très béninois. Tu es bon. Tu sais que tu es bon et tu n'as aucun problème à dire que tu es bon. Oui. Mais les Béninois, je sais pas si c'est culturellement, même quand quelqu'un est bon, il n'osera pas dire qu'il est bon parce qu'il va penser que les gens pensent qu'il est en train de se la péter, alors que bon, c'est... Mais au fait, si tu es bon, tu es bon. En fait, moi, pour quelqu'un qui pratique la spiritualité, je sais que tout n'est pas dans le corps, tout n'est que dans l'esprit. Je dois m'apprécier. Pour la gloire de Dieu. Ouais. Il faut que le talent qu'il m'a donné là, je puisse le chanter sous tous les toits pour qu'on sache que la main de Dieu qui est sur moi, elle est rayonnante. Mais ici, ce n'est pas le cas. Oui. Dès que tu as un tout petit estime, une petite estime de toi là, mais là, on trouve que tu es dérangeant, tu es impoli. Non, si seulement on casse, c'est bon, on t'élimine, on s'arrange pour t'éliminer. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont obligés de quitter l'Afrique pour avoir la grosse gueule, entre griffes, quoi. Oui. Voilà, pour pouvoir rayonner. Ils sont en train de partir comme ce n'est pas permis. Vous remarquez que d'autres pays même se plaignent qu'il y a beaucoup de médecins qui sont béninois, qui sont incestes. Mais qui sont bons. Qui sont bons. C'est ça, qui sont bons. Et donc, tout ça, est-ce qu'on ne peut pas changer ça? Peut-être pas en 2024. Peut-être pas. Mais moi, je veux juste qu'on interpelle la conscience de nos enfants. Les seules personnes sur qui on peut compter, ce sont ces enfants. Nous, on a reçu des gènes qu'on a mélangés au fil des années. C'est déjà mélangé. Voilà. Peut-être nous, on fait un effort de nous détacher de ça. Parce que moi, à chaque fois quand je rencontre quelqu'un qui est talentueux, je lui dis, mon frère, je suis jaloux de ton talent. Mais je respecte ce que tu fais. Je vais prier Dieu pour qu'il me donne la même chose que toi. Ouais. Mais je ne vais pas dire, il est nul, il n'est rien. Non. Pas du tout. Et c'est cette habitude que nous avons. Parce que depuis les bancs, si tu te souviens bien, quand tu as la bonne réponse, tu dois cacher. Même en travaux de groupe, il ne faut pas montrer à l'autre. Il faut garder. C'est quand le professeur pose la question que tu montres que c'est toi. Tu dois montrer que c'est toi qui es le meilleur du groupe. Voilà. Ça, donc, on évolue tous en rang dispersé. Chacun veut réussir seul. Et, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça nous prend plus de temps. Et moi, je peux te dire, moi, je suis essoufflé. Je ne suis pas sûr que dans 10 ans, dans 20 ans... Tu auras envie de faire ce combat-là encore. Non, pas du tout. Je suis essoufflé. Je suis père de famille maintenant. Et je dois m'occuper aussi de mes enfants et chercher l'argent. Oui, c'est ça. Il n'y a que ça.
Bon, on a un peu cassé de sucre sur le dos du pays, mais selon toi, je vais te poser une question. Quelle est la plus grande force des Béninois? Les Béninois ne se découragent jamais. Dans la négativité comme dans la positivité. Non, il faut avoir ça, c'est pour moi la plus grande force. C'est-à-dire le Béninois peut endurer le pire pendant 100 ans en sachant qu'il veut atteindre tel objectif. C'est seulement le jour où il va atteindre l'objectif que il peut tout lâcher. Selon moi, c'est ça. Non, c'est pas faux. C'est pas faux. Et écoute, j'aimerais qu'on parle un peu de la scène slam. Ok. Je pense dans les années 2010, c'était une scène qui était vraiment dynamique. Oui, il y avait beaucoup de scènes libres. Il y avait beaucoup de scènes libres. Je pense que c'est là où même le public découvrait vraiment le slam. Bien sûr. Mais moi, de la scène rap, j'ai toujours vu le slam un peu comme quelque chose d'élitiste. Oui, bon, ça c'est l'impression. C'est l'impression que les gros Français. Voilà. Oui, bien sûr. C'est ça, comme quelque chose d'élitiste. Et j'ai pas l'impression que aujourd'hui, à part toi qui viens de cette époque-là, je ne sais pas s'il y en a encore en activité. Bon, il y a Kamal, mais je pense plus qu'il soit vraiment en activité. Oui, bon, il n'y a que toi qui sois vraiment actif quand on regarde 10-15 ans en arrière. Bien sûr. Comment est-ce que tu vois ça? Et quel est l'état de la scène slam aujourd'hui? Je vais te donner deux bonnes raisons. La première raison, c'est que, premièrement, la plupart ne sont pas professionnels. Être professionnel, ça veut dire que tu vas à l'école de la chose, tu apprends, tu maîtrises, tu connais tout ce qu'il y a comme rouage autour. Et ça, je le dis trop souvent. Tu ne peux pas devenir menuisier en t'improvisant menuisier. Il faut apprendre. Il y a des règles de base. C'est pour ça que j'ai dit que dès le départ, moi, je suis allé faire une formation à Vidéo Leader pour apprendre comment on fait le montage vidéo, comment on fait le cadrage, comment on fait l'infographie. Je voudrais comprendre pour que le jour où je vais dire à un réalisateur, je veux que tu tournes ça comme ça, qu'il ne vienne pas me dire... Et vous parlez le même langage. Propre. Ça, Seconde chose, je suis allé me faire une licence en management culturel pour comprendre comment le show business fonctionne. Et j'ai compris exactement que telle la dame qui vend de la tomate au marché s'y prend, c'est exactement avec d'autres aptitudes ou d'autres matériaux que d'autres artistes ou bien marketeurs ils vont mettre en branle toute une stratégie pour pouvoir vendre un produit. Et donc, dès le départ, c'est ce que moi j'ai fait. J'ai appliqué ça à mon équipe et moi, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, il faut apporter un produit qui est nouveau. Donc, en langue. C'est différent de tout ce que les autres ils font plutôt. Et ensuite, on a apporté de l'originalité. Tu sais que beaucoup de jeunes ont commencé par porter du bomba, du gobi, à cause de moi. À cause de moi. Parce que, à la base, moi, je me suis dit, si nous voulons avoir un impact, le meilleur impact qu'on pourrait avoir, c'est d'apporter quelque chose qui ressemble aux gens. La seconde chose, c'est qu'à un moment donné, si tu te souviens bien, sur toutes les scènes libres de slam qui s'organisaient, j'étais au cœur de tout. Il y avait un groupe qui était à Kwakpala, qui organisait pour eux. Nous, on était à Calavi, on organisait pour nous. Moi, j'ai lancé aussi un festival avec mes deux autres amis, le Trio Griot. On était Trio Griot à l'époque. On a lancé le festival Slam sur Mars. Et on était, je vais dire, ceux qui organisaient tout le temps des choses. Du mouvement. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que, parce que moi, je venais, je donnais de la force, les gens commençaient par dire, ah, il veut récupérer mon projet, il veut faire ci, il veut faire ça. Et avec mes gars, un jour, on s'est dit, bon, les amis, on va sortir notre album. On se lance professionnellement, on sort un single officiel, on va quitter ces trucs-là. Parce que ça nous prenait de notre argent, notre temps. Oui, on marchait beaucoup, on poussait les motos, on faisait des trucs. Et moi, je me suis dit, jusqu'à ce que ces gars-là, avec qui je traîne, se mettent à dire des trucs comme ça, il faut que je prenne un peu la temps, que je me concentre un peu sur moi. Et c'est de ça, ce sont les choses du pays. Ce sont les choses du pays. Au lieu de profiter de moi, mon énergie, à tout le temps travailler, à rassembler les gens, tu sais, c'est non, mettons. Moi, j'ai le don, j'ai été béni pour rassembler les gens. J'ai le don de rassembler les gens. Mais d'autres n'en ont pas. Parce qu'ils ne savent pas bien parler aux autres, ils ne savent pas ménager les sensibilités des uns et des autres. Tu vois? Et donc, c'est la seconde raison
qui a fait que tout ça a disparu petit à petit. Parce que moi, je me suis retiré. Et comme il n'y avait plus le rassembleur, ils ont commencé à s'insulter entre eux petit à petit. Les gars ont commencé à commencer petit à petit et tout s'est éteint. Des jeunes sont venus me voir après pour me dire, on n'a qu'à relancer. J'ai dit, hé les gars, nous on a fait notre époque, des scènes libres. Aujourd'hui, pour voir Gopal, il faut payer. C'est sur cachet que je joue. Donc je ne vais pas aller me mettre encore dans la rue et me mettre à faire du slam. Non. C'est financer le produit et détruire encore le produit. Le produit, oui, c'est ça. Tu vois? Et donc c'est ce qui a fait que pendant plusieurs années, quelque chose n'a pas marché. Oui. Aujourd'hui, ils sont en train de relancer. Il y a d'autres jeunes qui relancent des scènes. Je leur dis, les gars, faites ce que vous pouvez. Mais après, quand tu veux être professionnel et entrer dans une carrière, ça te demande beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement en matière de création. Et il faut se donner les moyens de se faire voir. Oui, moi, j'ai fait 3 ou 4 ans où j'étais dans tous les concerts. Je faisais voir mon visage partout. À l'époque, tu te rappelles, je n'avais pas de gobi. J'avais une tête d'un gars de 1980. Voilà. Mais au fur et à mesure, on a introduit des choses pour changer. Mais quand je regarde les miens, j'ai l'impression que c'est le Gary tel que les ancêtres ont laissé là, tel que le Gary est là. C'est comme ça, il veut vendre ça à tout le monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui rajoutent du sucre. 2.0. 2.0. Et voilà, je ne t'ai pas dit, mais une chose que j'ai beaucoup appréciée sur les choses du pays également, c'est le fait que l'instru soit vraiment minimaliste et soit faite vocalement. Vocalement, c'est de la polyphonie vocale. Ok. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire cette démarche-là, dans cette démarche? C'est un artiste. Ok. L'artiste qui a posé cette voix-là, c'est un musicien du groupe de 10 volts. Ok. Je le salue à Gay, je le salue au passage. Mais c'est un gars qui est pétri de talent. Et j'ai l'impression qu'il y a tellement de talent qu'il ne veut rien faire. Il ne veut pas se surpasser. Et je lui ai dit, mais écoute, toi, tu as la voix pour faire ça. Il faut dire aussi que je dois beaucoup à mon père, mon influence musicale. Moi, j'avais 7 ans, je connaissais déjà Papa Wemba, je connaissais déjà Richard Bona, je connaissais Presley, Elvis Presley, je connaissais tous ces gens-là, tout jeunes. Des musiques que des artistes d'aujourd'hui ne connaissent pas. Donc, j'ai été bercé par plusieurs musiques. Et pour ceux qui créent avec moi, ils vont te le dire, je suis quelqu'un qui a beaucoup de génie au niveau de la création musicale. Et j'ai proposé à cet artiste, je veux telle chose pour accompagner, parce que je voulais encore que ce soit le talent d'un Béninois qui soit sur cette musique. Voilà. Non, ça, c'est vraiment ce qui m'a surpris sur le morceau et que j'ai trouvé super intéressant. Et félicitations, très beau morceau. Merci. Alors, j'ai lu que tu étais enseignant. Si, j'ai enseigné, oui. Tu as enseigné? Oui, j'ai enseigné. Aujourd'hui, je ne veux pas dire que j'enseigne, je donne des ateliers. Voilà, j'ai enseigné l'anglais, puisque j'ai fait le Ghana, j'ai enseigné l'anglais dans des écoles longtemps. Après, quand la carrière a commencé, j'ai arrêté ça. Je gagnais bien ma vie là-bas. Je gagnais bien ma vie là-bas. La carrière, c'est mieux. Mieux que des fonctionnaires. Je gagnais bien ma vie. Mais ce que tu taxes en cachet, c'est mieux que... Oui, c'est clair. Aujourd'hui, c'est le feu. Oui, aujourd'hui, c'est bien mieux. Aujourd'hui, c'est bien mieux. Mais c'est pour dire que tout ça aussi m'a servi. Tous ces enfants, les coups de répétition que je faisais, tous ces enfants ont grandi aujourd'hui, ils sont devenus des fans. Ils sont devenus un autre public. J'en ai une, par exemple, qui est en Allemagne, qui a déjà précommandé l'album depuis 6 mois. Tu vois. Mais en dehors de l'enseignement d'anglais, je donne des ateliers pour apprendre aux gens à lire le fond, à écrire le goût, voilà, surtout langue nationale. Après aussi, je donne des ateliers pour des personnes qui veulent spécialement que je leur donne des techniques d'écriture, réécrire des textes et tout ça. Voilà. Un artiste comme toi qui a la plupart de son répertoire en langue nationale, qui ne fait pas une musique dansante. Quand tu viens sur des territoires étrangers, quand tu viens sur une scène où il n'y a que des Guadeloupéens, par exemple, comment tu fais? Est-ce que tu réadaptes ton texte pour accrocher? C'est quoi ta démarche? Bien sûr. Je vais dire même, je suis plus approché par rapport aux thématiques. Supposons qu'on dise le retour vers l'Afrique, un thème comme ça sur un festival. Tu vois, moi, je prépare mon texte avec beaucoup de proverbes en langue, mais avec un corps, avec, je vais dire, une silhouette en français. Tu vois. En dehors de ce que tu connais du slam en langue,
moi, ce qui me paye mes factures, ce n'est pas le slam en goût. Ok. Non. Je crois que mon équipe peut le dire. La dernière fois que j'ai slamé un goût, ça doit être décembre passé, lors des nuits artistiques et culturelles que l'État a organisées là. Sinon, principalement, non. On ne m'invite jamais pour faire du slam en goût. Mais on m'invite pour dire, le slammer qui est authentique. Tu vois, c'est ça qui intéresse les gens. C'est le branding. Le branding a marché. Ouais, ça a marché. Mais j'ai beaucoup orienté ma carrière sur le privé. Ok. Et donc, des entreprises qui veulent promouvoir un produit, qui veulent, voilà. Donc, ces gens font appel à Gopal parce que ils savent que quand je vais faire mon slam en français comme les autres, il y aura un truc africain, béninois qu'on va ressentir. Authentique. C'est ça, authentique. Rester toujours proche de l'authenticité. Ok, d'accord. Alors, nous arrivons vers la fin de cet entretien que dans lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose que je ne t'ai pas posée? La question, là, j'aurais aimé que tu me la poses, mais je préfère que tu ne me la poses pas. Ah, c'est laquelle? Bon. Dis-moi alors, je vais te la poser hors micro. Non, si je l'ai dit, c'est que j'ai... Au fait, à la base, beaucoup de personnes croient que je suis un artiste. Et ça c'est des bruits de couloir. Que je suis un artiste qui fait trop de gris-gris. Ok. Je vais te dire pourquoi. Parce que beaucoup d'aînés m'appellent l'enfant de la sorcière. Ok. Parce qu'ils se disent que comme ma mère est prêtresse de vaudou, c'est qu'elle m'a préparé dans une calebasse avec beaucoup de sortilèges et tout ça. Et donc, ça, c'est... Les gens ne me le disent pas physiquement. Mais tu sais. Mais je sais. Oui, je sais. Je sais parce que je vois ça dans le regard des gens. J'entends ça dans ce qu'ils disent dans mon dos. Okay. Et beaucoup de personnes... Tu sens que les gens sont méfiants vis-à-vis de toi ou qu'ils ont eu de la retenue, c'est ça? Ils ne sont pas seulement méfiants, ils sont dédaigneux. Ok. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand je viens, je gêne. Je gêne la médiocrité. Tu comprends bien ce que je veux dire? Voilà. Et ce qui fait que je suis obligé de jouer leur jeu pour être parmi eux, tu vois. C'est-à-dire, des gens vont jusqu'à dire, ah non, c'est toujours lui qu'on invite. Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi? Mais c'est toujours moi qui travaille. Bon. Ça doit être toujours moi. Là, il n'y a que toi. En fait, c'est ça le truc. Tu vois? Et donc, beaucoup de personnes disent ça, que ah non, que c'est beaucoup de gris que je fais, qui fait que les gens m'invitent, tu vois. J'aurais aimé que tu me poses cette question, mais finalement, on en a parlé. Non, ben, on en a parlé et c'est important qu'on en parle. Moi, personnellement, en fait, en préparant ça, je n'ai pas voulu m'apesantir sur ce sujet parce que je me dis, bon, aujourd'hui, tout le monde a compris que ce sont nos religions, en fait. C'est une religion comme une autre. On ne dira jamais à un catholique que c'est parce qu'on prie trop pour toi que c'est ceci, ça. c'est parce que ton oncle est prêtre. Voilà. Bon, pour moi, c'était quelque chose qui était assez mais clair. Dans le commun, dans la mentalité des gens, c'est qu'ils se disent... Parce qu'ils ne voient même plus qu'ils sont médiocres. Ils se disent ils justifient leur échec par une force mystique que tu aurais. Mais moi, je suis une force mystique agissante. Autant que toi, agissante. C'est comme ça, quand je passe quelque part, mon parfum doit rester longtemps. Mon énergie doit demeurer, tu vois. Comme je dis, mon slam n'a pas de bras, mais il touche les cœurs. Donc, s'il touche les cœurs, qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux plus rien faire. Je ne fais que travailler. Et après, je pense que le meilleur gris-gris, c'est le travail. C'est ça. C'est le meilleur gris-gris, ça. C'est la vérité. Le travail. Et en plus, j'utilise la parole. Je fais un métier de parole. Je maîtrise bien ma parole. C'est normal. C'est ça. C'est normal. Non, ils vont venir à ton école. On dit, à votre quinto, il n'y a pas. Et quand j'ai même temps, il n'y a pas gona. Mais où gagne? Bardo et où gagne perdé. Mais où gagne? Tu vas, tu deviens humble, tu viens à son école et tu apprends. Exactement comme moi je l'ai fait. Quand je suis venu dans le métier, je ne suis pas allé titiller. Je n'ai pas, au lieu de dire... Et ça, c'est une anecdote. Il fut une époque, je me faisais appeler le général Gobaldas. Ok.
Parce qu'il y avait le sergent Marcus. Moi, je voulais être général. Tu vois, j'avais de l'ambition dès le départ. Donc, quand il a fallu que je signe mon single, que je mette le nom, j'ai regardé ça et dit non. Si je fais ça maintenant, les gens m'ont dit que je suis venu déranger le grand frère. J'ai coupé tout. J'ai laissé Gopal Das là, simplement comme ça. Juste pour le respect. Pour le respect à l'aîné. Tu vois, je ne suis pas allé mettre plus de cheveux que Kamal pour dire que c'est moi, l'afro-gars, tout ça. Non. Je suis venu avec mon originalité. Et ce que j'ai, le parcours que j'ai, tu ne l'as pas, ton parcours, je ne l'ai pas. Chacun, un parcours est différent. Et on y va avec. Et c'est très sage. Je pense que nous allons nous quitter sur ces paroles très sages. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup pour ta transparence et pour tout ce que nous avons pu apprendre à travers cet entretien. C'était vraiment un plaisir de le faire. Cotonou Boy Show.